L'invité politique de Guillaume Durand sur Radio Classique et Paris Première. Donc bonjour Guillaume Larrivé, les sujets ne manquent pas ce matin. On va parler évidemment d'économie, de social, de Black M et de politique. Est-ce que devant l'empressement d'annoncer un certain nombre de candidatures ou de suggérer des candidatures, ne faudrait-il pas que Nicolas Sarkozy accélère la marche ? Non, parce qu'il y a effectivement un clapotis des candidatures à la candidature, mais il y a un calendrier. La primaire, c'est dans 6 mois. C'est pas demain matin, c'est dans 6 mois, et donc il y a un rythme qui doit être respecté. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est du fond. Il faut être à fond sur le fond, c'est-à-dire sur le projet. C'est ce qu'on fait aux Républicains. Cette semaine, par exemple, Nicolas Sarkozy va faire un discours important, mercredi, sur la question européenne, sur l'efficacité de l'Europe. Donc on reste à l'idée du cœur de l'été, ou le 20 août, enfin on a donné une date qui est celle du 20 août. Tout ça n'a guère de sens. Vous savez, le calendrier est assez clair. Le 9 septembre, ce sera la candidature de l'ensemble des candidats. Et voilà, d'ici là, il faut faire ce qui a été engagé, c'est-à-dire décider. Il n'y aura pas d'accélération. Enfin, vous ne le pensez pas. Bon, tout ça n'a pas de sens, encore une fois. Nicolas Sarkozy n'a pas de problème de notoriété. Il est le président des Républicains. Sa responsabilité, c'est aussi d'animer le travail général de la famille. On a aussi les investitures aux législatives à donner. Et encore une fois, ces étapes de construction du projet, elles ont un calendrier très précis. Le 2 juillet, on aura un conseil national qui permettra à l'ensemble des Républicains d'adopter ce projet d'alternance. Je termine avec la politique. Vous avez probablement non seulement lu, mais entendu les différentes déclarations, entretiens d'Alain Juppé, qui sera notre invité mercredi prochain. Au fond, il considère que son programme est le seul qui soit, disons, réaliste, notamment en matière de fiscalité pour les ménages. Ce que j'ai noté, c'est beaucoup de convergence, en réalité, entre les différentes idées qui sont avancées par Alain Juppé, par François Fillon, par Bruno Le Maire et par Nicolas Sarkozy. Il y a quelques 100 milliards pour les économies. Oui, enfin, c'est pas non plus un concours, vous voyez. Par exemple, sur la question des fonctionnaires, j'ai vu que François Fillon disait qu'il fallait supprimer, je crois, 600 000 fonctionnaires en 5 ans. 300 000, 250 à 300 000. Sous le quinquennat précédent, on en avait supprimé précisément 156 000. Peut-être, sans doute, faut-il en faire plus, mais en étant précis. Dans quel secteur va-t-on les prendre, sachant qu'on veut naturellement pas diminuer le nombre de policiers, on veut pas diminuer le nombre de gendarmes, on veut pas diminuer le nombre de magistrats judiciaires, on veut pas diminuer le nombre de militaires face à la menace terroriste extrêmement élevée. Donc, j'appelle moi chacun des candidats et des équipes à beaucoup de précision au-delà des chiffres. Mais le choc fiscal des 20 milliards qui a été annoncé dans un entretien aux Échos par Nicolas Sarkozy, est-ce qu'il va le maintenir à partir du moment où tout, comment peut-on dire, Alain Juppé suggère que tout ça est irréaliste dans le contexte budgétaire actuel. Ce qui est clair, c'est qu'une alternance qui ne passerait pas par une baisse d'impôts sur tous ceux qui veulent créer, travailler, avancer, progresser, ça ne serait pas une vraie alternance. On ne va pas faire 2017 pour créer une espèce de coalition molle où on ne ferait rien sur rien. Dans un pays le nôtre, vous avez 56% du PIB en dépenses publiques, avec une dette publique qui tangente 100% du PIB. Il faut évidemment faire des économies structurelles sur les dépenses publiques, mais il faut aussi évidemment baisser un certain nombre d'impôts, notamment sur la fiscalité du patrimoine et des entreprises. On voit bien qu'on a eu un retard de compétitivité considérable en France, compte tenu de notre structure fiscale. Il faudra bouger tout ça raisonnablement en assumant une vraie diminution d'un certain nombre de dépenses publiques, ce qui suppose une vraie réorganisation administrative. Mais encore une fois, il va falloir être précis. Par exemple, sur l'organisation des collectivités locales. Je le vois aussi comme député en Bourgogne. Je suis parfaitement effaré par l'empilement des structures qui ont beaucoup compliqué l'action publique territoriale. Il faudra aussi là-dessus qu'on soit vraiment hardi dans l'effort de simplification. Est-ce que vous considérez que le candidat de la gauche, ce sera François Hollande ? La logique de la Ve République. La logique de la Ve République. Libération ce matin, Macron, Montebourg, tout le monde essaye de... La logique de la Ve République, c'est que le président sortant est candidat. Mais la réalité hollandiste en 2016, c'est l'éclatement de la majorité. Et ce qui me frappe d'ailleurs, c'est que précisément sur le fond, il y a quasiment plus rien de commun entre eux. J'ai assisté la semaine dernière assez effaré au débat interne au gauche au pluriel. Et on voit bien qu'en effet, entre Arnaud Montebourg, Emmanuel Macron, en passant par les frondeurs et Martine Aubry, tout ça est très éclaté. Il n'y a plus vraiment d'unité programmatique. Et donc, il y a sans doute un espace
pour des candidatures à côté ou contre le président Hollande. Cela étant dit, ils vont ironiser sur les 14 candidatures qui sont actuellement. Il n'y en aura pas. Oui, il y en aura pas 14 à l'arrivée, évidemment. Non, bien sûr, parce que là, il y a des candidatures à la candidature des primaires, et en réalité, vous verrez, au mois de septembre, il y en aura 5 ou 6, et in fine, surtout, après cet effet de dispersion apparent, il y aura un effet d'unification, puisque bien sûr, il y aura un seul candidat de la droite désigné par la primaire les 20 et 27 novembre. Est-ce que nous sommes un pays arriéré sur le plan culturel? Je parle de la fameuse affaire, de l'affaire Black M. Aux États-Unis, par exemple, Jay-Z devient pratiquement le conseiller du président des États-Unis, Barack Obama en France, une sorte de bataille politique sur la présence d'un rappeur à des cérémonies. Ce rappeur Black M, l'idée de l'inviter à Verdun pour la commémoration était plus qu'une faute de goût, c'était une idée débile, pardon de le dire. Je connaissais pas Black M, je l'avoue, je suis allé regarder les paroles de Section d'Assaut, le groupe auquel il participait, quand il qualifie la France de pays de couffards, je cite, c'est-à-dire de mécréants, c'est tout un vocabulaire quasiment islamiste. Tout ça n'a aucun sens. Enfin, sa place n'était pas à Verdun. Alors ensuite, la polémique est lancée. Ce que je pense vraiment, c'est qu'il faudrait que la France se concentre sur l'essentiel. Et plutôt que ces polémiques assez débiles, je dois le dire très directement, moi je préférais qu'on regarde de l'avant et qu'on soit pas aussi dans cette apparu qui considèrent que tout ça a été une aberration. Chacun s'exprime avec ses mots, mais il y a beaucoup d'outrance aussi. J'ai vu un secrétaire d'État aux anciens combattants dont on connaissait quasiment pas l'existence, je dois reconnaître, qui disait que le péril fasciste était en marche parce qu'il y avait plein de concerts de cet individu. Mais non, écoutez, est-ce que vous imaginez le concert de ce monsieur Black M à la panthéonisation de Jean Moulin, par exemple? Non, voilà, il faut un peu de goût. C'est une culture aujourd'hui, le rap. Vous savez très bien que tout ça est il faut pas tout mélanger. Que ce soit les paroles ou l'attitude, tout ça est une espèce de simulation. La commémoration de Verdun, c'est censé être un grand moment d'unité nationale. Bon, on voit pas très bien ce que faisait le rappeur Black M là-dedans, si ce n'est probablement de la provocation. Enfin, tout ça, encore une fois, n'a guère de sens. Et quant à l'inauguration permanente des chrysanthèmes, ça ne peut pas tenir lieu de politique non plus. Je suis frappé de la multiplication des commémorations. On construit pas l'avenir en oubliant le passé, évidemment, mais on construit pas non plus l'avenir en faisant tous les 3 jours des commémorations et des débats hystériques. J'ai entendu Audrey Azoulay parlait d'idées nauséabondes. On considère que tous ceux qui veulent justement censurer Black M sont finalement proches idéologiquement du Front National. Mais ça, c'est un procès habituel. On excommunie toutes les pensées dissidentes et ce serait extrêmement chic d'accepter que ce rappeur qui a tenu des propos antisémites quand même s'exprime à Verdun. Non, franchement, c'est une faute de goût et c'est tout à fait désagréable d'en être là dans la France de 2016 à passer des heures à polémiquer sur des sujets qui ne mériteraient pas de l'être si on n'avait pas eu l'idée débile d'inviter Black M à Verdun. Question, est-ce que vous considérez, comme beaucoup de Français, que cette loi travail est inutile? Le dernier sondage dit qu'une majorité de Français... Il y a 224 pages dans cette loi travail, il y a parfois quelques alinéas qui sont utiles, mais globalement, elle est passée à côté du sujet. Moi, j'ai fait des réunions de travail très concrètes avec des patrons de PME dans ma circonscription. On a abordé les sujets. Il y a plein de sujets qui n'ont pas été vus. Je pense, par exemple, aux effets de seuil. Et c'est une manie française, d'ailleurs, que d'évoquer 1000 fois les questions sans véritablement les traiter. Et c'est une méthode de gouvernement, d'ailleurs, assez ringarde. L'opposition aujourd'hui est quand même beaucoup plus radical que ce qui est prévu par le gouvernement. Donc vous allez vous heurter aux mêmes résistances qui sont à la fois syndicales, sociales, de la jeunesse. Pas nécessairement si le contrat passe avec les Français à l'occasion de l'élection présidentielle. Oui, mais je le pense vraiment. Parce que ce qui a échoué dans la loi El Khomri, non, mais il ne s'agit pas de convaincre M. Mailly ou de M. Martinez, il s'agit de démontrer que cette extrême gauche syndicale quasiment est complètement minoritaire. Effectivement, si on a une vraie majorité dans l'opinion publique qui s'exprime dans les urnes en mai et en juin 2017 à l'occasion de l'élection du président de la République et des députés, non, ça s'appelle pas la force, ça s'appelle la démocratie en l'occurrence. S'il y a un choix majoritaire très net qui s'exprime en toute clarté à l'occasion de l'élection présidentielle et de l'élection des députés, alors on aura un mandat pour véritablement faire avancer le pays. Ce qui plante le pays, Guillaume Durand, c'est l'ambiguïté. Et ce qui a planté François Hollande, c'est précisément l'ambiguïté de son programme de 2012. En 2012, il avait un seul projet qui était l'anti-sarkozysme. Mais on fait pas une politique juste sur l'anti-sarkozysme, on fait une politique avec un projet, avec des idées claires et avec une adhésion des Français. Dernière question, est-ce que vous considérez justement, comme le souhaite la Sécurité sociale, qu'on requalifie en contrat de travail les salariés d'Uber? Parce qu'il faut rappeler quand même que les VTC sont les premiers employeurs, par exemple, dans un département comme le 93. Oui, je trouve que Uber ou chauffeurs privés, d'autres opérateurs de cette
nature, c'est formidable. C'est l'occasion pour des jeunes gens, notamment venant de quartiers comme la Seine-Saint-Denis, de trouver un job. Et c'est une forme nouvelle de travail qui n'est pas le salariat. Non, c'est pas un travail salarié, c'est un contrat d'indépendant. Et je pense que la sécurité sociale française et l'URSSAF auraient tort d'appliquer un schéma ancien sur ces formes nouvelles de travail qui doivent donner lieu à des adaptations. C'est formidable. Uber ou les VTC, c'est un vrai service pour les utilisateurs et ce sont aussi des jobs, des vrais jobs pour des travailleurs indépendants qui ont des perspectives de progrès dans leur vie personnelle. N'appliquons pas les vieux schémas du 19e siècle ou même de 1945 à la réalité économique de 2016. Ce qu'ils évoquent, c'est le manque à gagner. C'est-à-dire que s'il y a c'est la fin du salariat, il y aura plus de cotisation et donc il y aura plus de solidarité nationale. Moi, je ne suis pas de ceux qui disent que c'est la fin du salariat. Je pense au contraire qu'il va y avoir une coexistence. Dans le monde, je sais que Nathalie Kosciusko-Morizet soutient cette thèse. Je pense qu'on a la juxtaposition de diverses formes de travail. Il y aura toujours, naturellement, l'organisation hiérarchique habituelle du salariat, mais il y a aussi des formes de coopération. On appelle ça l'ubérisation, en effet. Et tout ça doit être organisé de manière assez souple et assez libre. Ça crée des richesses et des activités, tant mieux. Merci beaucoup. Guillaume Larrivé, le porte-parole des Républicains, était notre invité ce matin donc sur l'antenne de Radio Classique et de Paris Première. Luc Ferry après la revue de presse tout à l'heure. Merci, bonne journée. Bonne journée. C'était l'invité politique sur Radio Classique et Paris Première.